Aurore Laluc, bonjour. Vous êtes économiste, co-directrice de l'Institut Veblen pour les réformes économiques. Vous publiez avec Jean Gadret « Faut-il donner un prix à la nature ?» aux éditions conjointes Les Petits Matins et Institut Veblen. Alors, partant de votre titre, faut-il donner un prix à la nature pour la préserver? Ça dépend. Alors, c'est pas déjà, faut comprendre que donner un prix à la nature, c'est pas l'outil miracle du tout. Ça peut être un des outils. Le problème, c'est que c'est aujourd'hui l'outil dominant. On peut donner un prix à la nature parfois quand on veut mettre par exemple en place des taxes, ce genre de choses. Mais dès qu'on arrive dans d'autres mécanismes et dès que ce mécanisme de donner un prix à la nature, de monétariser la nature est dominant, là ça marche pas du tout et ça peut même avoir des conséquences perverses. Donc ça ne peut ne pas du tout protéger la nature, ça peut même accélérer sa détérioration. Alors, au tout début du livre, vous écrivez que la nature, finalement, elle est déjà devenue une marchandise d'une certaine manière. Oui. Est-ce que c'est irréversible? Je ne sais pas si c'est irréversible, mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on ne peut pas dire que la nature n'a pas de prix, dans le sens où on est dans un système capitaliste. Donc on a des prix. Quand on achète un kilo de tomates, ça a un prix. Un kilo de pommes de terre, ça a un prix. Acheter des terres, ça a un prix. Le bois, ça a un prix. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la nature, en tant que telle, n'a pas de prix. Il y a plein de composantes de la nature qui ont un prix aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que c'est la marchandise? Alors non, il faut différencier monétarisation, marchandisation et financiarisation. Évaluer avec l'outil monétaire la nature, ce n'est pas forcément lui donner un prix. Ça peut être juste donner une indication. Par exemple, quand on fait de l'aide à la décision pour savoir si on va mettre en place ou pas une infrastructure, on peut dire, bah voilà, ça va nous rapporter tant de mettre en place une autoroute en termes de développement économique, mais ça va coûter tant en termes de détérioration de la biodiversité. Donc là, par exemple, on a une évaluation monétaire sans donner un prix. Par ailleurs, donner un prix, ce n'est pas forcément créer un marché. On peut le voir dans le cadre juridique, par exemple. Si on a des dommages et intérêts suite à une plainte portée pour injure raciale, par exemple, là, on va avoir des dédommagements, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un prix des insultes ou ce genre de choses. Donc, donner un prix, ce n'est pas forcément créer un marché. Et créer un marché, ce n'est pas forcément financiariser. Financiariser, c'est encore une autre étape. C'est des étapes de titrisation, de passage sur des marchés financiers. Donc, il faut bien essayer d'être nuancé et de comprendre de quoi on parle concrètement quand on parle de monétarisation de la nature. Quel exemple pourriez-vous donner de financiarisation de la nature? Alors sur l'exemple de financiarisation de la nature, c'est pareil, on manque pour l'instant de données et de retours en fait. C'est-à-dire qu'il y a des grosses craintes sur la financiarisation de la nature liées au fait qu'on passe de plus en plus par des banques de compensation. Les aménageurs peuvent passer aux États-Unis notamment et bientôt en France par des banques de compensation pour compenser les dégradations liées à leur activité. Mais ce n'est pas parce qu'on passe par des banques de compensation qu'on va forcément titriser la nature ou la financiariser. Ça, c'est aller un peu trop vite en fait en besogne. Le problème des banques de la compensation, c'est plus la compensation et le fait que ça ne marche pas bien plutôt que le caractère banque. C'est ça qui est problématique en fait là-dedans. Après, au niveau de la financiarisation de la nature, certaines ONG ont des craintes quant aux possibilités de produits financiers basés sur la nature. Donc ça, c'est quelque chose qui peut effectivement arriver. La finance est capable de créer n'importe quoi, grosso modo. Et c'est quelque chose qui est déjà là depuis très longtemps. On a des produits dérivés sur le cacao, on a des produits dérivés sur plein de matières premières. Donc c'est déjà présent, en fait. Par contre, il y a des craintes sur une financiarisation des services écosystémiques. Mais là encore, pour l'instant, on manque vraiment de données. Donc moi, je ne me prononcerai pas vraiment là-dessus. Et peut-être simplement, vous venez de prononcer l'expression service écosystémique. C'est une notion qu'on retrouve constamment quand on regarde les questions d'économie, de la préservation de la nature pour aller très vite. Ça veut dire quoi exactement? Et pareil, quel exemple pourriez-vous en donner? Alors, on a les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est un ensemble d'êtres vivants et d'interactions avec l'environnement de ces êtres vivants. Et les services écosystémiques, c'est tous les services que nous rendent, à nous, êtres humains, ces écosystèmes. Donc, il y a plusieurs types de services écosystémiques. Il y a les services écosystémiques
de régulation. Donc ça va être la façon dont l'eau peut être filtrée naturellement. Ça va être la façon dont le climat est régulé automatiquement sans notre intervention, par exemple. On a aussi des services de type culturel ou esthétique. Ça va être la beauté d'un paysage, ce genre de choses. Donc tout ça, ce sont des services écosystémiques. À lire le livre, on voit bien, et vous essayez de faire un peu la peau d'idées reçues qui rejetteraient en soi l'instrument monétaire et l'instrument économique dans la protection de la nature. En gros, vous dites qu'il y a possibilité que ça soit utile. Mais la question que ça appelle et que je voudrais vous poser maintenant, c'est du coup, comment distinguer les situations où l'évaluation monétaire et les instruments de marché peuvent être efficaces d'un point de vue écologique, et celles au contraire où elles peuvent mettre en danger l'écosystème? Alors, il faut avoir, ce que dit souvent Jean Gadret, c'est qu'il faut avoir un principe de précaution vis-à-vis de la monétarisation. Donc, il faut effectivement se poser des questions au moment de la monétarisation. Une des possibilités, c'est de savoir déjà quels vont être les avantages, quels sont les avantages attendus d'un point de vue strictement écologique de cette monétarisation. Donc, il nous faut ici des indicateurs physiques pour pallier à l'indicateur monétaire que va être la monétarisation. Est-ce qu'on va avoir un impact écologique positif ou pas? Deuxième chose, qu'est-ce que ça va donner en termes d'inégalité, de redistribution? Ça aussi, ça doit être pris en compte. Est-ce que ça va favoriser les plus riches ou est-ce que ça va aider les plus pauvres? Troisième question, est-ce que ça va évincer les autres types de langage? Parce que c'est ça aussi le problème avec la monétarisation, c'est qu'on est dans une société, dans des sociétés où le langage économique et le langage monétaire sont dominants. On n'écoute que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a plein d'études de monétarisation de la nature pour essayer de dire, regardez, la nature, ça vaut quelque chose, ça doit rentrer en compte dans notre logiciel intellectuel. Mais là, il faut faire attention parce qu'il faut faire en sorte que ce type de langage n'évince pas les autres. Parce qu'on a d'autres formes de langage, on a le langage du sacré, on a le langage esthétique, on a le langage de la valeur intrinsèque, ce genre de choses. Donc il y a toute une série de questionnements qu'il faut se poser pour faire en sorte d'utiliser à bon escient la monétarisation de la nature. Est-ce que la compensation écologique, la compensation de la destruction d'une zone humide, d'un espace naturel qui a une valeur pour une raison ou pour une autre, est-ce que cette compensation, pour vous, elle peut exister ? Si on pense à l'exemple du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou du barrage de Sivins ou du Center Parcs à Roibon, et on pourrait continuer la liste de ces grands projets aujourd'hui destructeurs d'hectares naturels ou agricoles, on voit bien que ce sont des conflits très forts entre, un peu ce que vous venez de décrire, la défense de la valeur intrinsèque en tant que telle de ces sites naturels versus leur exploitation économique. Dans ce contexte-là, est-ce qu'il est crédible d'imaginer que oui, une compensation réelle écologique peut exister de ce type de projet? Alors, on n'a jamais une compensation totale, c'est pas possible. Enfin, voilà. Et c'est pas possible notamment avec des zones comme les zones humides. Ou comme de la mangrove. Quand on détruit de la mangrove, on détruit de la mangrove, on ne sait pas la refaire. Quand on détruit une zone humide, on détruit une zone humide, on ne sait pas la refaire. Et c'est pour ça que dans ces cadres-là, la question de la compensation et sa monétarisation est problématique, parce qu'elle donne l'impression qu'on fait une opération neutre, une opération blanche finalement. Certes, on détruit d'un côté, mais on compense de l'autre, donc il n'y a aucun problème finalement. Et là, la compensation est vraiment très problématique. C'est-à-dire que ça part quelque part d'un sentiment qui n'est pas mauvais en soi, ça part d'un bon sentiment, il est de se dire il faut qu'on prenne en compte dans notre logiciel le fait de compenser quand on détruit de la nature, il faut qu'on prenne en compte que quand on construit quelque chose, on détruit par ailleurs, mais le problème c'est que ça a des effets pervers absolument importants et inquiétants. La loi biodiversité qui a été votée par l'Assemblée nationale introduit précisément des obligations de compensation écologique, la possibilité d'opérateurs de compensation et même la possibilité de créer des réserves d'actifs naturels. Est-ce un progrès pour la préservation de l'écosystème? Alors non, ce n'est pas un progrès. Vraiment, pour revenir sur la compensation, les banques de compensation, ça existe depuis les années 70 aux États-Unis. Ça a été mis en place aux États-Unis parce que c'est un pays qui a une tradition réglementaire différente de la nôtre, disons. Hein. La question de la réglementation passe pas forcément très bien, donc on passe plutôt par des solutions de marché. Or, on ne peut pas dire qu'aux États-Unis, la compensation, par exemple en Californie, ça a fondamentalement marché.
On n'a pas réussi à protéger l'environnement avec la compensation. Donc, les études que nous avons aujourd'hui sont très, très mitigées, et plus que mitigées, sur la question de la compensation. Ce qui se passe en France, c'est que la Caisse des dépôts et sa filiale biodiversité devaient mener une étude expérimentale, justement pour qu'on ait plus de recul et voir ce que ça pouvait donner. Or, là, ce qui est très étonnant avec le passage de cette loi, c'est qu'on n'a pas attendu le retour d'expérience. On a généralisé tout de suite un processus sur lequel on a peu de retours et qui ne marche pas très très bien, de l'avis de plusieurs écologues et de l'avis des économistes aussi, parce que c'est des usines à gaz, hein, les banques de compensation, ça coûte extrêmement cher. Et on a aussi peu de données là-dessus. Passer par un outil réglementaire coûterait moins cher en fait, et serait plus efficace d'un point de vue écologique.